Et oui, c'est un communiqué en date du 8 décembre 2023 qui interdit désormais les travaux dirigés, les TD à titre payant dans les classes du primaire et section maternelle. Pourquoi une telle décision? On en parle tout à l'heure avec Jean Fondé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui. Justine Oviera, bonjour. Bonjour, Rachida Biaoumon, bonjour le plateau, Emma téléspectateur, bonjour. Patrick Giosso, oui, bonjour. Grand plaisir d'être là. D'accord. Alors, les travaux dirigés sont désormais, les travaux dirigés en payant, je précise, sont désormais interdits dans les classes du primaire et section maternelle. Jean Fondé, on en a souvent parlé sur ce plateau, il faut le dire, à l'occasion d'autres sujets, évidemment. Est-ce qu'on peut dire enfin? Oui, on peut dire enfin. Ouais. On peut dire enfin parce que la mercantilisation de toute structure, de toute activité, quand ce n'est pas encadré, eh bien, ça pose souvent aux dérives difficiles à gérer. Oui. Il faut dire enfin parce que il n'y a véritablement pas de contrôle autour des 4 acteurs qui entourent cette activité. Quand il parle de 4 acteurs, de 4 catégories d'acteurs, il y a les apprenants, il y a les parents, il y a l'école avec les responsables de l'école et bien entendu, il y a également l'enseignant. Et oui, le bras opérationnel, c'est l'enseignant. Et les sujets sur lesquels il faut agir, ce sont les apprenants, avec bien entendu leurs parents. Et l'école offre en tout silence apparent, le cadre et tout ce qui suit. Donc le fait, si on avait dit que par générosité ou bien par souci pédagogique, par souci humanitaire, les enseignants retiennent parfois les apprenants pour renforcer leurs capacités, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que en dehors de cet aspect pécuniaire, eh bien, il y a également bien d'autres que nous allons évoquer tout à l'heure. Mais une chose est sûre, on peut dire vraiment enfin parce que le ministre est dans son rôle, le ministère dans son rôle, l'État est dans son rôle de siffler la fin de la récréation quand il faut, au moment où il faut. Justine Oviera. Oui, je m'aligne derrière le développement de M. Jean Fondé. Vous savez, le samedi 11 juillet 2009, le président Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, disait ceci: l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. D'institutions fortes parce que la réglementation, elle est là. Le cadre textuel est bien constitué, bien formé. Nous souffrons de son exécution rigoureuse, scrupuleuse. Et à partir de ce moment, la question est de savoir qui contrôle qui. Et pourquoi devrais-je le faire? Est-ce à cause de ma position? Lorsque j'y trouve un certain intérêt d'une manière ou d'une autre, cela me fragilise dans mon élan de réprimer. Cela me fragilise dans mon élan de veiller à l'exécution stricte d'une décision, d'un arrêté, d'un communiqué, d'une autre. Et je pense que dans le cas des TD, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. D'accord. A priori, lorsqu'on présente le paysage, lorsqu'on caricature, on peut se demander, mais quelle est l'importance de cette TD? A priori, l'école, c'est un contrat entre les parents et l'école. Je m'inscris mon enfant, je mets les moyens qu'il faut à disposition et vous avez l'obligation de résultat. Vous avez l'obligation de suivi. Vous avez l'obligation de l'instruction. Et à partir de cet instant, tout moyen, toute disposition, tout lobby que vous mettrez en place pour que le niveau de mon enfant soit élevé, soit ce qu'il faut, c'est à vous de le prendre en charge. Par exemple, vous m'avez dit afficher vos conditions. Donc on peut se dire, c'est du devoir de l'école. Pourquoi devrais-je me demander de payer des coûts supplémentaires pour un TD? Revoyons un peu en arrière, nous avons connu des enseignants qui, par générosité, comme le disait M. Fondé, recevaient des enfants dans des classes exceptionnelles. Et dire, toi, tu viens dire à tes parents qu'à partir du jeudi, je te prends 2-3 jours pour renforcer ton niveau. Moi, j'ai des anciens qui me l'ont fait, ils n'ont pas exigé des cours. Mais on me dit peut-être que il y a longtemps, c'est révolu. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout le monde a des besoins, on veut chercher de l'argent. D'accord, nous cherchons de l'argent. Mais
est-ce que cela doit nous aveugler au point de ne plus de manquer à notre obligation? Et cela crée des dommages sur l'élève. Je donne un exemple pratique. L'écolier va au cours de 8h à midi. À 14 ans, on le reprend en TD. Et laissez-moi vous dire, on met cette TD à des heures stratégiques. Si bien que vous n'avez pas le choix. Lorsque le TD, les séances de TD sont à 14 heures, mon enfant passe l'après-midi à l'école. Vous voulez que tous ses camarades soient en classe en train de faire un TD et que moi, mon enfant soit dans la cour? Non, lui n'a pas cette raison, lui n'a pas cette logique de dire « Ah non, ce papa n'a pas voulu ». C'est comme si il est discriminé. Donc l'école me force indirectement la main de l'inscrire. Et là où c'est davantage un peu plus grave, je trouve, il fait TD de 14h à 15h, ou peut-être même de 13h à 15h, il reprend les cours à 15h, et à 17h, on dit maintenant, les parents qui veulent peuvent inscrire l'enfant, et il y aura l'enseignant de la salle qui peut le recevoir en séance individuelle de 17h à 18h. Ah oui? Oui. Un enfant qui a sur une journée, 8 ans, un programme aussi... Oui. Je vous parle de cas concrets. Oui. Donc, un enfant, c'est... Non, attendez, on va repréciser les choses. De 14h, vous dites... De 8h à midi. De 8h à midi, il est au cours, d'accord? De 14h à 15h, TD de l'école. Oui. De l'école. Ils reprennent les cours rigoureusement, régulièrement à 15h, 15h à 17h. Et on demande, les parents qui veulent, ce n'est pas une obligation, on va vous le dire. Les parents qui veulent peuvent demander à l'enseignant d'encadrer individuellement, spécifiquement cet enfant. Et pour que ça ne soit pas à des heures supplémentaires, on dit juste après les cours de 17h, je reprends l'enfant. Donc l'enfant reste là de 8h, il vient à l'école à 7h30 et il reste jusqu'à 18h, 18h30. C'est fou, Patrick Giosso. Moi, ce qui me surprend surtout, franchement, c'est comment on peut faire des TD payants pour des enfants de la maternelle. Oui, mais en fait, c'est surprenant, c'est vrai. Ils appellent pas ça TD, hein. Ils appellent ça cours de perfectionnement. Oui. Mais c'est des TD qui ne disent pas leur nom, n'est-ce pas, Jean Fandé? Oui, bien sûr. Cours de perfectionnement. Renforcement, il y a toutes les expressions. Renforcement, et c'est souvent le soir, pour le cas que je connais, c'est les soirs à 17h, l'enfant finit les cours à 17h, et donc on fait les cours de renforcement de 17h à 18h. Oui. Et à la maternelle, on prend 5 000 francs CFA. C'est le minimum. Il y a tous les systèmes possibles pour pouvoir gruger, parce que je trouve que c'est plutôt le mot, gruger les parents. On ne pense pas à l'avenir des enfants en réalité. Non. Parce que l'avenir des enfants, c'est quoi? Il y a un système éducatif qui a été pensé. On ne va pas dire que ceux qui ont pensé ce système sont totalement des tarés. Excusez l'expression, c'est fort. Mais s'ils ont pensé à un système où il y a des heures indiquées pour le système, rajouter d'autres heures, ça veut dire qu'on est en train de minimiser tout ce qu'ils ont fait comme travail à l'amont. Mais on rajoute des heures, on rajoute tout ce qu'il y a comme système pour pouvoir maintenir les enfants à l'école. Et petit à petit, dès déjà la maternelle, on abrutit l'enfant. L'enfant, quand il finit, il est en classe de CM2, il est totalement déjà abruti parce qu'on a voulu... Mais ne voyons pas aussi le mal partout, non? Ça aide sans doute les enfants aussi. Oui, tout à fait. Oui, Patrick Giosso. Ça n'abrutit pas forcément. Non, ça aide les enfants. Imaginez les enfants, oui? Ça aide les enfants qui ont déjà quelques situations. Si l'enfant est relativement faible dans une certaine matière, ça aide l'enfant à relever son niveau. Mais quand on le généralise à tous les enfants, des enfants qui sont déjà éveillés avec le nombre d'heures. Moi, je table sur le nombre d'heures de travail. Mais est-ce que c'est souvent, à la maternelle, est-ce que c'est obligatoire? Il me semble que ce n'est pas obligatoire. Non, attendez. Oui? Et est-ce qu'il y a même obligatoire, même au primaire? Et le système est mis en place
pour que même quand on ne dit pas obligatoire, le parent se sent obligé de le faire. Parce que l'enfant, on essaie de formater l'esprit de l'enfant pour dire, voilà, tes camarades sont au cours, toi tu es le seul. Et l'enfant qui vient, quand le maître ou la maîtresse lui fait comprendre qu'il a du retard, parce qu'il n'a pas assisté au cours de renforcement ou au cours de perfectionnement, l'enfant pousse ses parents à l'inscrire. Il y a des enfants qui traumatisent les parents. Donc le parent se sent obligé d'inscrire son enfant. Et quand on le fait de telle manière que quand le parent ne le fait pas, lui-même se sent mal à l'aise. Et après, quand il y a un résultat, on pousse l'extrême jusqu'à ce que le résultat de l'enfant soit mièvre, que soit négatif ou médiocre. Et on dit, ah mais bon, il y a des cours, les parents sont là. C'est un système qui m'écœure parce que j'ai eu à le suivre, à le subir d'une certaine manière, à le suivre à tel enseigne que je m'étais dit, mais comment cela se fait que nous, on n'a jamais eu ça, mais on a quand même évolué, on n'a jamais eu ce genre de renforcement de capacité, au renforcement, au perfectionnement. Et ça commence déjà à la maternelle. Et on suit tous les enfants, il n'y a pas d'enfant exceptionnel. Quand le parent veut faire de l'exception, on le pousse pratiquement à la porte. Est-ce que les parents d'aujourd'hui que nous sommes aussi, avec le temps, ne sont pas devenus paresseux? Paresseux, négligents, on ne suit pas... Je ne veux pas dire paresseux. La décommunautarisation de l'éducation. Avant, c'était facile. Quand l'enfant rentre, même quand les parents ne sont pas là, le voisinage peut s'en occuper. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est plus systématique. Un enfant de la maternelle ou des premières années du primaire qui doit sortir de l'école à 17h, le père ou la mère sont peut-être des fonctionnaires ou bien ont des activités dont ils ne peuvent se libérer peut-être qu'à 17h30, 18h. Et l'enseignant offre l'opportunité de continuer, de canaliser votre enfant jusqu'à votre retour pour éviter par exemple des accidents domestiques. C'est à partir de là que l'idée a commencé. Et on ne va pas voir l'idée nécessairement systématiquement de chercher à flouer les parents. Il y a des parents qui vont demander parce que c'est un soulagement pour eux. On sort du boulot, on peut faire de petites courses avant d'aller récupérer son enfant, pourvu qu'il soit gardé par quelqu'un. Et vous savez ce que c'est aujourd'hui que les aides ménagères que nous appelons domestiques, il n'en existe pas, et si vous en trouvez, ce sont les croutons que vous récupérez, qui vont plus vous créer de problèmes que de vous rendre service. En dehors de cela, il y a des enfants effectivement qui ont besoin d'être canalisés, mais le système APC ne permet pas souvent aux parents de s'inscrire dans la même dynamique que le maître pour aider l'enfant à renforcer ses capacités et à être apte à répondre aux questions qui vont lui être posées. Alors qu'est-ce qui se passe? Les parents trouvent que le maître devient un adjuvant fiable à ce renforcement de capacité-là. Et donc, on lui confie ça. Sur le plan économique, on trouve que c'est mieux de laisser le maître les encadrer en groupe que de prendre un précepteur, un répétiteur qui va demander peut-être 20 000 francs, 15 000 francs par mois. Or, à l'école, on demande peut-être 1 000 francs par enfant, 1 500 par enfant, 2 000 par enfant. Pour arrondir les fins. Les fins, ça dépend des écoles. 5 000? Oui, ça dépend des écoles. Je sais de quoi je parle. Hein? Oui, c'est 5 000. Maternelle. Oui, maternelle. Oui, à la maternelle, il y a plusieurs services qui sont offerts. Si votre enfant doit faire des besoins, on s'en occupe. Oui, bien sûr que oui, mais c'est un encadrement particulier. Un enfant de cet âge-là que un maître ou une animatrice doit gérer, vous voyez ce que c'est. Et généralement, ils doivent être, en tout cas, il faut être deux pour le faire. Pendant que l'autre s'occupe des enfants capricieux ou bien qui ont besoin de se soulager spécifiquement, il faut qu'un autre le fasse. Et donc, il faut d'abord leur trouver
Je ne suis pas en train de faire l'apologie de ce que Patrick peut appeler le grugeage des enfants, mais je suis en train de vous expliquer d'où vient le phénomène. D'accord. Ce qu'il faut condamner, c'est le fait, par exemple, pour certains enseignants, de chercher à inséminer d'autres notions, de nouvelles notions, alors que le grand groupe officiel n'a pas réussi cette notion. C'est de donner prédilection ou priorité à certains enfants parce que je suis habitué à ces parents-là, et si bien qu'on ne voit pas de différence. L'autre chose, c'est les effectifs trop grands, sinon c'est juste un accompagnement. Et il y a aussi le comportement de certains enseignants qui ils rassemblent les enfants, on leur donne peut-être une petite activité et on s'occupe de son portable ou son portable s'occupe de lui. Et il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est du surplace et c'est juste pour des compléments circonstanciels pécuniaires que certains enseignants s'y en donnent. Sinon, là où c'est aussi bénéfique, l'apprenant, il y a beaucoup d'apprenants qui effectivement y apprennent beaucoup de choses. Il y a des parents qui ont l'assurance non seulement, mais qui voient leur enfant évoluer parce que le maître a l'obligation de résultats. Au niveau de l'école, que veut l'école? La réussite. Et c'est pourquoi certaines autorités passent pour dire aux enseignants, faites l'essentiel pour que les résultats soient bons. C'est tout ça là qui explique les 100% que nous observons au niveau du CEP de plus. C'est l'une des raisons. Je ne dis pas que c'est seulement ça. Et enfin, l'enseignant, il a de bons résultats, il est félicité et en dehors de ça, il peut souffler un peu avec ça, il peut payer son loyer, il peut avoir ses idées supplémentaires parce que si l'enseignant est trop malpropre, il ne fait pas non plus, il ne représente pas non plus une référence pour les parents, ni pour l'école, et encore moins pour les petits êtres. D'accord. Justine Obiera. En réalité, nous sommes sur un plateau bien suivi et je souhaiterais bien qu'on remette le sujet dans son contexte. Oui. A priori, les TD ne sont pas mauvais. Voilà. A priori. Moi, j'ai fait des TD. Les TD de base ne sont pas mauvais. Mais c'est l'esprit de marchandisation qui s'entoure, qui commence par rendre un peu péjoratif, qui commence par faire doigter de la main gauche les TD. Okay. Parce que le bien fondé est le suivant. Chaque élève a son rythme d'assimilation des cours, a son degré, sa vitesse de compréhension. Et dans une éducation de masse, vous ne pouvez pas espérer le résultat simultanément à tous les niveaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez définir des plannings hors convention, un peu au-delà de ce qui est retenu, 8h à midi, 15h à 17h, pour mieux vous occuper de ces enfants qui, je ne dis pas qu'ils soient à la traite, mais qui demandent un peu plus d'encadrement, un peu plus d'appui pour mieux comprendre. Donc, sur ce principe, les TD sont fondamentaux. Mais, lorsqu'on fait ces plannings, l'école doit d'abord reconnaître que c'est son devoir, que c'est un engagement qu'il a pris devant les parents de dire, je vais faire tout ce qu'il faut, peser tout ce qui est de mes moyens pour donner un résultat, une satisfaction à votre enfant. Première chose. Deuxième chose, il peut arriver, je comprends, qu'on demande des accompagnements. Moi, je préfère le langage d'accompagnement. Lorsque les TD étaient à 100 francs, 125 personnes en parlaient. 75 francs, personne n'en parlait, parce qu'on trouvait que... Toi, tu as fait TD à 115 francs? Ouais, j'ai fait cette TD à 115 francs. Sérieux? Bien sûr. Ben, je ne dis pas, c'est pas en 2020. Bien sûr. C'était depuis des années. Bref, personne n'en parlait parce qu'on ne voyait pas. On dit, bon, c'est juste pour accompagner. Après tout, l'enseignant se déplace de chez lui. Il faudrait bien lui offrir une présentation, un cadre qui puisse lui permettre de refléter la bonne image. Mais quand ça dépasse les normes, c'est ça qui est condamné. Lorsqu'on veut en griffe assister le mental de l'enfant en l'occupant de 8h jusqu'à 18h, 19h, c'est ça c'est ça qu'on déplore. Mais il faut également reconnaître et saluer ces dirigeants, ces directeurs qui sont encore pétris d'une certaine lucidité d'esprit et qui savent qu'après des évaluations, ils doivent de façon systématique reprendre de façon particulière les élèves qui n'ont pas atteint le niveau, qui n'ont pas franchi le Rubicon attendu. Et ne nous agit rien. Moi, ma fille est dans une école où, après les évaluations, le directeur dit, votre fille, vous l'amenez désormais à telle heure et on l'encadre. Mais jamais ils ne nous ont demandé un cours supplémentaire.
Donc il faut reconnaître cet C'est effort. intéressant ça. Pourtant, c'est une forme de TD. Ouais. Mais on n'a pas payé. Il faut être honnête. Donc, c'est un peu un phénomène généralisé ou généralisant. Mais si on ne le dénonce pas plus tôt, ça risque de contaminer même ceux qui sont encore dans de bonnes postures. Alors, cette décision donc, du ministre tombe à pic, on va dire, Oui, pour, moi, je dirais que pour mettre un peu d'ordre. C'est une décision salutaire. Ouais. Bon, de toute façon, moi, je suis un peu ferme sur mon point de vue. Ah, vous êtes très vénère, hein? Ça se sent. Les TD, Non. non, je ne trouve pas ça... Vos enfants ne font pas de TD, non? Non, il n'y a pas de TD qui tiennent. Parce que, je le redis, lorsque vous avez un programme qui est fait par des têtes pensantes, si cette tête pensante pensait qu'il devait y avoir TD, on allait inscrire qu'il doit y avoir TD. Donc, je trouve qu'on puisse rajouter à tout le système déjà établi, moi, je trouve que pour moi, c'est inutile. D'accord, très bien. Allez, passons au deuxième sujet. Rapidement, on va parler de l'intelligence artificielle. Quand l'intelligence artificielle fait revivre des morts. Et je vais vous inviter, n'est-ce pas, à suivre cet élément avec la complicité de la réalisation Adam Bana. Si tout est OK, bien sûr, on va suivre cet élément qui nous permet de voir que désormais, en Chine, c'est possible de communiquer avec ces défunts, avec ces morts. C'est possible. Quand vous avez perdu un proche, un enfant, une femme, une épouse, c'est possible, grâce à l'intelligence artificielle, de faire appel à ce défunt-là pour juste entendre sa voix, pour converser avec lui. Voyons voir ce que ça donne. Regardez. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Patrick Diosso? Oui. La première chose, je dis, c'est salutaire pour ceux qui n'ont, bon, ils sont rares, ceux qui n'ont jamais perdu quelqu'un ne vont pas sentir ça. Mais ceux qui ont perdu des parents proches, des personnes très proches, vont se dire, oui, je voudrais bien avoir l'occasion d'écouter mon être aimé, d'écouter telle personne que j'ai perdue dans des circonstances atroces ou pas, mais cette personne, je voudrais bien l'écouter encore une fois. Et certains diront, non, c'est un peu, excusez l'expression, se martyriser ou se masturber l'esprit. Non, c'est une manière de revoir l'être aimé, de ressentir l'être aimé et d'être en connexion avec cet être aimé. Tout le monde n'aura pas cette sensation, je le redis. Ceux qui n'ont pratiquement pas perdu un être très proche vont se dire non, c'est inutile. Mais ceux qui ont perdu quelqu'un de très proche vont se dire, je voudrais bien le réécouter, cet être. Je voudrais bien le sentir encore une fois, entendre sa voix et me retrouver dans la posture de quelqu'un qui revoit tout ce qu'il y a comme émotion lorsque la personne vivait encore avec moi. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Jean Fandé, qu'est-ce que vous pensez de cette technologie qui va tellement vite aujourd'hui? Moi, ça m'allait surréaliste, en fait. Je me dis... notre monde, il va où finalement? On repousse tellement les limites. Ma foi, quand je suis tombée sur l'information, je me suis dit, ben tiens, c'est pas mauvais, non, Jean Fandé? Oui, c'est pas mauvais, mais c'est aussi inquiétant. En philosophie, on nous a enseigné que les phénomènes sont différents des noumènes et le naturel est différent du surnaturel. Et ça, c'est en sociologie et dans les traditions. Mais aujourd'hui, dire que l'intelligence artificielle, que j'appelle la théâtralisation du monde, du point de vue de nouvelles technologies, je le dis parce que je ne suis pas technicien en la matière, mais je veux voir bien le fonctionnement avant d'y croire totalement. Parce que je sais que dans toutes les traditions du monde,
et plus spécifiquement au Bénin, il y a beaucoup de milieux où on peut faire de la prosopopée, on peut communiquer avec les morts. Il y a beaucoup de régions, beaucoup de localités chez moi, à Adja, c'est ce que je connais, où si vous avez un parent de défunt, vous pouvez aller vous Oui, ça existe, hein? Oui, ça existe chez nous. Il vous parle. On fait appel à l'âme du défunt, oui, même au nord. Ah bon, voilà. Ça C'est pourquoi je dis que aussi. ça existe pratiquement dans toutes les civilisations. Alors, on sait qu'il y a un côté parascientifique, sinon anti-scientifique dans cela, parce que cela ne s'explique pas. Mais que la science aujourd'hui nous dévance. Comme les romans de science-fiction qu'on lisait, qui sont devenus réalité aujourd'hui, je me demande comment ça se fait. Si ce n'est pas du bluff, pour continuer de jouer sur nous. Parce que si on dit intelligence artificielle, il n'y a pas de limite pour ça. Il n'y a pas de limite. Alors, si c'est effectif, et on peut écouter quelqu'un, je rappelle au passage que tout le monde peut être toujours un proche. C'est une question d'affection, une question de nostalgie, une question de sensibilité, une question de curiosité aussi, où on veut peut-être aller demander à l'âme du défunt qu'est-ce qui a été à l'origine de ta mort. Et si on le sait, pour pouvoir prendre ça comme leçon et éviter qu'il y ait de décès semblables, ce serait bien. Moi, ça ne me gêne pas d'écouter encore ma maman qui est partie depuis plus de 40 ans, mon père qui est parti depuis plus de 30 ans. S'il est possible de le faire, je le ferai. Donc c'est une bonne chose, si c'est vraiment possible. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Eh bien, ça permettrait à beaucoup de personnes. Moi, je trouve que c'est une nouvelle école. Si le défunt peut nous dire les erreurs qu'il a commises pour se retrouver de l'autre côté. Si c'est ce qui vous intéresse. Si là-bas c'est plus beau ou moins beau, pour me donner je pense que cet aspect de la chose n'est pas possible. Hein. Je pense pas. Ça doit être des mécanismes où peut-être on prend la voix réelle de la personne. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe. J'ai voulu avoir déjà sur ce plateau. Déjà que je trouve que c'est extraordinaire de prendre la photo de Rachida pour dire dans 20 ans comment elle peut se présenter. Et vous tapez l'application, vous voyez le visage qu'elle pourrait présenter dans 20 ans, dans 30 ans. Et pour savoir si vieillir avec une telle personne va vous être agréable ou désagréable. Donc, ben, si ça là aussi s'ajoute, eh bien, wait and see. Dessino, Vera. Vous savez, je souriais du coin des lèvres lors du développement parce que j'ai deux fiertés. La première, c'est d'apprécier le génie créateur de l'homme, le génie créateur de l'humain. Le souci que porte l'humain de satisfaire les besoins de ses pères et compères. C'est appréciable, c'est louable. Les déviances, à un moment donné, désactivons-les pour le moment. Apprécions d'ailleurs le génie créateur, ce réflexe. Deuxième chose, cette fierté de dire l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que ce phénomène, cette innovation, nous en parlons juste sur ce plateau, mais dans notre société africaine, ça n'a rien d'extraordinaire. Nous avons nos manières, nos procédés à nous de communiquer avec nos parents, avec nos défunts qui nous sont chers. Ce que nous condamnons, je dis, le numérique, c'est la sorcellerie du 21e siècle. Ce que nous condamnons dans notre tradition, certains, je vais dire, ce sont les procédés. Certains estiment que c'est un peu monopolisé, il y a un flou, on ne comprend pas. C'est le procédé. Sinon, qui ne veut pas communiquer avec son père défunt? Qui ne veut pas communiquer avec sa mère? Qui ne veut pas communiquer avec son partenaire ou sa partenaire? En tout cas, moi je veux. Hein. Franchement, si j'avais cette possibilité, je donnerais tout pour converser avec mon père. Et encore plus, je donnerais tout pour converser avec mon fils. N'est-ce pas? Franchement. Mais dans une dimension métaphysique, nous avons la possibilité de communiquer avec eux dans une dimension métaphysique. Et même dans une dimension purement culturelle, nous avons la possibilité. Mais ce sont les procédés que certains condamnent. Ah, cette manière-là, moi je ne suis plus sur cette voie, et ma foi ne me permet pas. Donc, ça étouffe notre désir. Bien sûr. Mais aujourd'hui, le numérique modernise notre besoin. Le numérique nous apporte des solutions digitales. Et lorsque c'est numérisé, il n'y a plus de secret. Il suffit juste, c'est vrai, il y a un petit flou, mais on minimise. Là, je vais sur WhatsApp. Je parle avec quelqu'un, je ne connais pas le procédé, mais il me répond de l'autre côté. C'est une sorcellerie, mais je l'accepte. Et c'est ça ce qui est un peu... La sorcellerie positive. C'est ça ce qui est positif. Et donc, je finirai, lorsque vous me permettez de dire, aujourd'hui, ce besoin de satisfaire les besoins de nos défunts, ou bien de communiquer, de converser avec nos défunts, vient combler un vide.
un vide émotionnel. Vient combler un vide émotionnel. Et nous, en coaching, nous disons, pourquoi? Moi, je suis coach. Mais tout le temps, dans ma voiture, j'ai les photos de mes grands-parents, notamment mon grand-père, ma grand-mère. À des moments donnés, j'ai envie de leur envoyer des mots. Et quand je leur parle, ou bien je leur envoie, je leur exprime certaines choses, certains besoins, j'ai bien envie qu'ils me répondent pour que je sache ce qu'ils en pensent. Mais voilà des freins. Mais aujourd'hui, le numérique, cette innovation nous permet de surmonter ces freins et on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Et nous prions certainement pour que tous les contours soient bien maîtrisés pour qu'on n'assiste pas à des déviances ou à des dérives. D'accord. Allez, que pensent les internautes de ce sujet-là quand l'intelligence artificielle fait revivre les morts? Seraient-ils prêts, nos internautes, à avoir recours à cette technologie-là? Maurice Santon, ma foi, je vous voyais faire des signes de tête. De l'autre côté, vous... Non, bonjour Rachida. Bonjour Maurice. À tous. Non, cette question, je veux la réponse d'avoir un technique. Oui. Non, contrairement à mon ami Justino, je pense qu'il faut quand même respecter les frontières. Moi, je n'ai pas nécessairement envie de parler, de discuter avec une personne qui est décédée. Il faut respecter aussi les morts d'une certaine façon parce que et il ne faut pas non plus déséquilibrer ou bien perturber l'équilibre du monde, que ce soit par la technologie ou par d'autres forces surnaturelles. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas dans la posture de défendre mordicus l'idée de vouloir converser avec quelqu'un qui est déjà parti. On peut comprendre que des disparitions qui arrivent dans certaines conditions peuvent laisser un choc émotionnel, un vide émotionnel ou bien un rattrapage. Parce qu'on se sent peut-être coupable. Moi, je vois beaucoup de témoignages de personnes qui ont perdu un proche dans des conditions, dans des circonstances, c'est-à-dire, j'aurais aimé un dernier au revoir, une dernière discussion, parce qu'il y a des choses qui sont restées en suspens et la personne est partie. On peut comprendre, ça c'est humain, c'est émotionnel. Le temps Saint-Pierre, Saint-Paul, c'est un des défunts. Vous allez sur un autre terrain. Ok. Vous allez sur un autre terrain. Donc, peut-être qu'on ne partage pas la même foi. Et donc, Saint-Pierre, Saint-Paul, c'est un autre débat. Vous voyez. Donc, c'est ça le sujet. Donc, la question du jour, si on veut bien y revenir, aujourd'hui, on a demandé aux internautes s'ils trouvaient si c'était une bonne ou mauvaise idée de pouvoir discuter avec les morts grâce à l'intelligence artificielle. Il faut dire que le sujet a suscité beaucoup de réactions sur la toile. Évidemment, quand on parle de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Ça nourrit un certain nombre de fantasmes. Et justement, quand on parle de la possibilité de converser avec les morts, il y a beaucoup de réactions qui arrivent sur la toile. Il faut aussi préciser que si l'idée emballe moyennement certains, la plupart des gens ne sont pas intéressés. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Certains vont un peu plus loin, dire que voilà, il faut faire attention et rappelle que dans nos traditions, il y a aussi des mécanismes, des procédés pour faire appel aux défunts et aujourd'hui, voilà, si ça vient par la technologie de l'intelligence artificielle, de ne pas oublier aussi que c'est des choses qui sont possibles. Certains préfèrent faire recours à cette tradition-là qui existe encore dans leur village que de se confier à l'intelligence artificielle. Certains internautes qui sont, disons, plus avertis, nous ont précisé également la procédure ou la mécanique pour qu'on comprenne, parce que les commentaires aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fantasmes dedans. On va commencer par prendre les avis. Koumassa Maurice nous écrit sur Facebook que le communiquer avec les morts grâce à l'intelligence artificielle, c'est un manquement total aux vivants et aux morts, puisque cela n'est pas possible et ne peut être vrai. Selon cet internaute, le phare a été toujours le moyen de communication entre les vivants et les morts, surtout dans certains pays africains, notre pays, le Bénin, par les gardiens de notre tradition. Donc, Koumassa Maurice ne croit pas vraiment à la technologie de l'intelligence artificielle pour cette communication entre vivants et morts. Parfait. Zimbabwe nous écrit que la perte
est l'une des expériences humaines les plus difficiles à vivre, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche. Pourtant, d'après Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Ceci est confirmé par plusieurs traditions dans le monde, notamment en Afrique. En revanche, parler avec les morts grâce à l'intelligence artificielle, c'est enfermer les gens dans un cycle perpétuel de douleur en leur donnant la possibilité d'interagir avec une fausse version de leurs proches. Une très mauvaise idée, à mon avis, car un jour, le besoin de toucher ou de mener une action physiquement avec cet avatar-là va se faire sentir. La nostalgie d'un proche peut être très douloureuse. En somme, je doute fort de l'efficacité de ce système dans le temps conclu. Parfait Zimvuedo. Autre commentaire sur le sujet. Pamphile Segla nous dit « C'est une bonne idée de communiquer avec les morts grâce à l'intelligence artificielle car cela peut aider les gens à se souvenir et à honorer les personnes disparues. Cependant, il faut garder à l'esprit que cela peut être une expérience émotionnelle pour certaines personnes et que la technologie ne remplacera jamais la présence physique des personnes décédées. Il est également important de considérer les privilèges et les risques associés à ce type de communication. Boucor Roland nous dit ceci relève vraiment du fantasme et pousse à une banalisation de la vie et de la mort. Pour moi, ces deux principes sont sacrés et de notoriété divine. Nos spécialistes du phare, détenteurs d'un troisième œil affûté et les pratiquants de la prosopopée en parlent souvent. Ceci ne sera pas nouveau, mais j'y crois pas sincèrement et il faut plus pour me convaincre, insiste cet internaute qui dit qu'il a vu des expériences en Afrique de l'Ouest, en Corée du Sud et au Mexique sans y prêter attention, pourvu qu'il ne s'agisse pas du mensonge du siècle à la fin. Cedro Daco, c'est l'internaute qui nous explique comment ça marche. Il dit, j'ai lu un peu les commentaires, je vois que beaucoup n'ont pas compris en réalité ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'IA, dans ce cas d'utilisation, ne permet pas une véritable communication avec les défunts, mais il s'agit plutôt d'une imitation. On écrit un modèle, puis on fournit au modèle des données pour s'entraîner de façon à faire comme, entre griffes, le défunt. On peut par exemple lui fournir des vidéos du défunt, des notes vocales ou toute autre donnée pertinente pour ce cas. Le modèle s'entraîne pour imiter des éléments tels que le ton de la voix, la gestuelle, les mots employés, etc. Il faut donc comprendre que l'IA relève du virtuel. L'intelligence artificielle dans ce cas, dans ce genre de truc, écrit-il, ne crée pas de connexion réelle avec le défunt. L'IA ne ressent pas, ne pense pas. C'est vrai que cette approche peut offrir un certain réconfort en simulant une présence, mais il est crucial de se rappeler que c'est une création artificielle et non une véritable communication avec les morts, précise Cedro Daco sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. On va terminer avec de quelques autres commentaires. Ruessou Maurice dit je salue la technologie chinoise qui impacte le monde. La Chine fait parler d'elle, mais cette innovation n'est pas la bienvenue. Et Martel, cet internaute, moi je préfère aller voir un père spirituel dans un fond village de Grand Popo à Dimado par exemple, que de penser à l'intelligence artificielle. Nous devons prendre conscience dès maintenant et porter la culture africaine au lieu de la diaboliser. C'est une très mauvaise nouvelle, insiste Emmanuel Kofi Aglossi, plutôt permettre à la technologie de faciliter la communication entre les vivants dans un monde de plus en plus individualiste. Et Octavio Padonou, pour terminer, dit c'est une idée intéressante, mais il y a des aspects complexes à considérer. D'une part, les morts ne sont pas physiquement présents et donc il est difficile de savoir, de savoir si leur présence est réelle ou simulée par l'intelligence artificielle. D'autre part, il est important de respecter la tradition et les croyances des familles et des individus concernés. Voilà, on a fait le tour. Il y a eu beaucoup d'avis sur le sujet, comme vous pouvez le voir. C'est une illusion, je pense. Ça crée un peu comme une illusion aussi. Parce que il y a un internaute qui a dit que c'est simulé. Donc c'est pas réel en fait. Non, ça ne pouvait pas. C'est pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. Et puis je me dis bon, vous avez raison, Maurice. Oui, c'est ça. Laissons les morts
Laissons les mots se reposer. On va commencer par parler de théâtralisation. Et quand j'ai fini d'écouter les réactions, je me suis dit que c'est du ludique. Et c'est juste pour amuser la galerie. Sinon, j'avais déjà écrit qu'il faut de la contre-expertise au niveau local. Si je consulte sur le net et puis sur les réseaux sociaux ou bien sur n'importe quoi, et puis on me dit, bon, j'écoute, j'ai des informations, je vais contre-expertiser pour voir si j'étais dans cette dynamique-là. Mais finalement, quand la réflexion, je me suis dit, c'est pour amuser la galerie et nous faire consommer beaucoup de mots encore. Ils prennent la photo, pour expliquer le théâtre, ils prennent la photo de votre parent défunt. Et si vous avez même des supports audio, ils prennent ces supports et ils font le montage. Ils font le montage. Donc, c'est comme si l'image est animée. C'est comme si la photo, bien la vidéo est animée. Et ça vous renvoie ces programmes à telle enseigne que la question que vous posez, l'image, c'est juste une image, c'est juste la photo animée, vous renvoie une réponse qui peut peut-être vous remonter, qui peut vous être satisfaisant. Donc, c'est bluffant en tout cas. Oui, c'est bluffant. Et c'est bluffant. Et c'est l'ère à laquelle nous sommes aujourd'hui en parlant de l'intelligence artificielle. Quand on parle de l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut préciser que l'expression même est un peu surdosée. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est une machine qui imite l'intelligence humaine à partir des exemples qu'on lui a présentés. Donc aujourd'hui, c'est la disponibilité de ce qu'on appelle des méga données ou le big data. Donc aujourd'hui, vous êtes avec téléphone connecté, ordinateur connecté. Chaque jour, on génère de grandes capacités de données. Donc parce que quelqu'un va prendre, la machine va analyser toute votre conversation et va imiter la façon dont vous répondez à tel ou tel message. De sorte que demain ou dans 20 ans, quand vous ne serez plus là, ou bien dans 100 ans, quand vous ne serez plus là, ces données-là qu'on a prises sur vous, la machine va, on va vous poser une question, la machine va imiter la réponse. Dans n'importe quelle langue. Dans n'importe quelle langue, peut la traduire dans plusieurs... Pour l'exemple que moi j'ai vu, on a essayé de... Pour bluffer les gens, quelqu'un qui a... Vous l'avez si bien, oui. Un parent qui a perdu un fils, mais on ne veut pas lui annoncer. Voilà, on lui fait faire des appels vidéo avec l'avatar du fils. C'est dommage, parce que tôt ou tard, elle finira pas à le savoir. Et puis, c'est comme vous l'avez dit, hein, il y a des disparitions qui vous font tellement mal que... En tout cas, moi, c'est personnel. Je donnerai tout pour entendre encore la voix de mon petit Samir. Allez, merci. Merci à vous. Merci pour ce débat très intéressant. Maurice, vous, on se voit demain, n'est-ce pas? Donc, c'est pas la peine de vous souhaiter joyeux Noël. On se retrouve demain pour en parler. C'est déjà Noël. On ne se verra pas avant Noël. D'accord. Joyeux Noël à vous, hein, Jean Fondé. Joyeux Noël. Bonne fête. Bonne fête. Oui, franchement, bonne fête. Beaucoup d'équilibre. Oui, c'est tout ce que je peux souhaiter. Merci beaucoup. Beaucoup d'équilibre. C'est un mot qui veut tout dire. Il y a tellement de choses dans ce tout petit mot-là, franchement. Oui. Mon cher Justino, joyeux Noël. Et en période de Noël, nous recevons des cadeaux. Ouais. Et comme je l'expliquais aujourd'hui... La fête de Noël sera assez spéciale chez vous. Si, bien sûr, la fête de Noël sera assez spéciale. Toujours, parce que, oui, dans les créations. Toujours dans les créations. Dans les créations, pour combler les besoins des entrepreneurs. Le 24 décembre prochain, toujours pour marquer la fête de Noël, nous organisons une grande fête à la plage de Fiyosel. Et c'est intitulé Noël Festi Show. Donc, c'est un tableau qui vous garantit des activités saines en famille, entre amis, qui vous garantit de revivre les grands moments attendus à Noël, tels que l'arrivée du Père Noël. Et écoutez, le Père Noël va tomber du ciel. Et puis, le Père Noël vient du ciel. Bon, pour ceux qui croient encore, même les enfants d'aujourd'hui, il y aura des cadeaux et il y aura le tableau thème animé par des prestations artistiques. L'Union culturelle et artistique de l'Université d'Abou Calavi sera présente dans toutes ces sessions. Et ce qu'il faut dire, la grande vedette de notre pays, de la musique urbaine, Boboé, sera de la partie. Papa, tu es au village, maman, tu es au village. Cotonou, cadeau sauvage. À Kaweno légal. D'ailleurs, c'est avec nous le 24 décembre à 15h00. Merci Justino, la page pub est terminée. Allez, à demain. Blaise Adanko pour les sports.